Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nos invités sont toujours avec nous, Amit Chriette, Emmanuel Dupuis et Myri Mayulu Nyamba. Zoom à présent sur les filles de Chibok. Il y a 5 ans, 276 lycéennes âgées entre 12 et 17 ans étaient enlevées par Boko Haram au Nigeria. Si certaines ont pu s'échapper ou libérer, des familles sont encore dans l'attente de nouvelles. Une situation difficile que le réalisateur Kashi Benson a relaté dans un documentaire de 11 minutes, Les filles de Chibok, que nous découvrons dans ce sujet préparé et commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Il aurait pu l'appeler 2 semaines dans la vie d'une mère désespérée. Mais le réalisateur Joel Kashi Benson a décidé de nommer son documentaire « Les filles de Chibok ». Un titre marquant car 5 ans après leur enlèvement, ces lycéennes semblent oubliées par les Nigérians. Et pour Kashi Benson, il s'agit de rappeler que des 276 filles enlevées le 14 avril 2014, 112 manquent encore à l'appel et que leurs familles formulent le souhait de les revoir. C'est vous dans le monde d'une autre personne. Le fait de visionner en 360 degrés crée un effet différent pour les téléspectateurs. Et lorsque vous êtes en mesure de regarder autour de vous, voir leur monde, comment elles vivent, voir comment elles mangent, quel genre d'école leurs enfants fréquentent, voir quel type de ferme elles exploitent, vous saurez peut-être apprécier un peu mieux le combat qu'elles mènent. Le documentaire de 11 minutes raconte les luttes quotidiennes et les espoirs de Yana Galang, une agricultrice dont la fille de 18 ans a été enlevée. Je vis la douleur de ces femmes en tant que mère. Je ressens leur amertume. Je sais exactement ce que c'est que de vivre ce genre de choses. Même si j'ai aimé regarder cela, mais ce n'est pas une expérience que quiconque voudrait vivre. Joel Benson, réalisateur de films depuis plus de 10 ans, affirme n'avoir commencé à expérimenter la réalité virtuelle qu'en 2018. Et cette expérience est pour lui un véritable succès. Quoique le documentaire lui a coûté plus de 11 000 $ américains. Monsieur Myri, comme on l'a dit dans le sujet, 112 lycéennes de Chibok sont toujours portées disparues. Que sont-elles devenues aujourd'hui? Où en sont les négociations? Aujourd'hui, déjà, les négociations, on ne sait pas où elles sont. Ils disent que certains éléments qui disent qu'elles sont peut-être au nord du Cameroun. D'autres, mais ce qui est sûr, c'est que le Tchad et le Cameroun ont clairement dit qu'ils ne pensaient pas que ces filles-là se trouvaient sur le territoire. Bon, reste à vérifier. Mais aujourd'hui, ce fait que 5 ans après, qu'on n'ait toujours pas retrouvé ces filles-là, marque quand même aussi un échec sécuritaire de Bouhari. Parce que Bouhari était opposant de Goodluck Jonathan à l'époque, quand ils ont été enlevés, et il accusait le gouvernement de Goodluck Jonathan d'être inefficace. Aujourd'hui, Bouhari est élu, a été réélu même, et ces filles-là ne sont toujours pas retrouvées. Et en 2018, je crois qu'il y a encore eu d'autres filles qui ont été enlevées également. Donc ça, aujourd'hui, c'est quand même un échec pour Bouhari, c'est un échec pour ce gouvernement-là. Le système sécuritaire nigérian, on sait qu'il est quand même gangréné par la corruption, aussi. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Donc tout ça fait que aujourd'hui, on ne peut pas savoir où sont ces filles-là, et Boko Haram est toujours en place et continue à semer le désordre dans ce pays-là. Et ça nous pose à nous demander, est-ce que le sort de cette fille intéresse vraiment les gens au Nigeria et ailleurs, Emmanuel Dupuis? Alors, les Nigérians, oui. Le gouvernement, peut-être un peu moins. Premièrement, parce que le gouvernement a déjà engagé une série de négociations avec Boko Haram. Ce qui lui a fait dire, en tout cas, c'était un des éléments qu'a mis en avant Bouhari pendant sa campagne, que Boko Haram était sur le point d'être vaincu. Et donc il y a un paradoxe, c'est qu'il y a encore 112 filles qui sont on ne sait où, sans doute, vraisemblablement, d'après ce qu'on croit comprendre, en dehors du Nigeria. En tout cas, c'est l'argument assez facile de dire c'est pas notre problème. Elles sont pas là. C'est ceux du voisinage. Et mais surtout pour Bouhari, c'est de dire que Boko Haram n'obère plus la sécurité dans le nord-est du pays. Bon, après, encore faut-il avoir conscience qu'il y a eu depuis avril 2014 d'autres enlèvements, qu'il y a eu constamment et encore il y a un mois des attentats, et que la situation sécuritaire, nonobstant le fait que le président Bouhari, soutenu par la communauté internationale, alors je modère mon propos, par les voisins, par le fait que l'Union africaine a décidé de créer une capacité régionale, la force mixte multinationale, qui a
produit des résultats. Mais il y a un paradoxe, et c'est pour ça que ce film est assez... votre reportage et le film que je n'ai pas vu me semblent tout à fait émouvants, parce qu'il y a ce paradoxe où Buhari a été élu en disant « je vais répondre à la question Boko Haram, vous m'avez élu, c'est ma priorité ». Et vraisemblablement, il y a quand même... Est-ce qu'on peut encore imaginer un miracle que les autres filles rentrent ou soient libérées? Écoutez, tout est possible. En tout cas, depuis 10 ans, le Nigeria subit de plus en plus des attaques terroristes et des enlèvements. On voit très bien que la coopération du renseignement, la coopération régionale, elle se fait vraiment. Il n'y a pas vraiment de coopération régionale entre le Tchad ou le Cameroun avec le Nigeria. Pas de coopération au niveau du renseignement, en tout cas. Il est vraiment léger. Modéré un peu, mais bon. S'il y a coopération, mais en tout cas, on ne voit pas qu'il y ait des résultats. Il y a une coopération, mais ça s'arrête. Pas de résultats. Alors qu'on attendrait vraiment des résultats. Et bon, c'est vrai qu'il est difficile, en tout cas. Le Nigeria, c'est un grand territoire. Il est difficile de sécuriser tout le Nigeria. Et Boko Haram est une organisation armée qui est souvent complice par la corruption de l'armée. Donc il y a une complicité aussi de l'État, parce que le Nigeria est un État fédéral. Et je crois que peut-être qu'il y aura effectivement, je dirais, une résorption de cette crise-là. Attendons ce qui va se passer. On sait très bien que le président aussi, Boukari, est extrêmement malade. Donc il est aussi... il est pas souvent au Nigeria, il était dernièrement... Attention, il a quand même... Ça va. Donc, alors, on a envie de savoir pourquoi, malgré tous les moyens déployés, Boko Haram reste encore aujourd'hui aussi nuisible. Tout simplement, et votre reportage le montre, on est dans des territoires dans lesquels il y a quand même une carence d'État, une carence de présence des pouvoirs publics. Il y a sans doute une capacité de corruption, une capacité d'inaction, je ne dirais pas jusqu'à une complicité, mais c'est quasiment la même chose, du fait que beaucoup d'exactions qui sont commises et qui sont perçues comme des injustices par ces populations n'émanent pas forcément que de Boko Haram. Ou de l'autre... Enlever des jeunes filles, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ceci dit, le fait que les forces armées ont tapé très fort sur Boko Haram dans la zone dans laquelle opérait Boko Haram, c'est-à-dire à la frontière avec le Nigeria, autour du lac Tchad ou dans la région de Difa, à la frontière avec le Niger, a pu aussi créer un sentiment d'injustice, un sentiment d'absence ou d'abandon de la part de l'État. Pourquoi est-ce que Boko Haram continue à exister, tout comme les groupes armés qui existent aussi au Nigeria? Il y a Boko Haram au nord-est, il y a Ansarou au nord-ouest. C'est tout simplement parce que l'État a un petit peu délaissé les régions périphériques et donc forcément les organisations criminelles, narcocriminelles qui bénéficient de beaucoup d'argent, de complicité, remplacent l'État. C'est le phénomène de cartélisation ou de mafia qu'on peut retrouver partout dans le monde. Monsieur Méry, pour appuyer le phénomène de cartélisation, il y a de l'argent, il y a un État qui est défaillant. Mais il y a aussi, pour qu'il y ait une prolifération de ces groupes-là, il faut bien qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des bras, il faut qu'il y ait, je vais employer un terme assez difficile, de la chair à canon. Donc il y a quand même au Nigeria une démographie qui est assez forte. Donc il y a un certain nombre de jeunes qui n'ont pas d'emploi, il faut le dire aussi, qui n'ont pas d'emploi, qui sont parfois pas très éduqués. Donc aussi, dans ces zones-là, ces jeunes-là n'ont pas énormément d'alternatives pour certains que d'aller vers ces groupes-là qui leur promettent certaines choses. Qui leur promettent, voilà. Et donc qui leur promettent des choses et ils y vont. Donc la prolifération de ces groupes-là, il faut aussi voir qu'il n'y a pas que les armes, il n'y a pas que la défense de l'État, mais il y a aussi, ils prolifèrent parce qu'ils ont des hommes qui peuvent mobiliser. Mais ces hommes, c'est des gens concrètement, aujourd'hui, les autorités peuvent-elles quelque chose contre Boko Haram? Oui, les autorités peuvent le faire. C'est d'abord de résoudre les inégalités sociales. L'origine du terrorisme aujourd'hui et de la radicalisation, que ce soit en Afrique ou dans le monde, notamment aussi en France, on peut le citer, c'est la question sociale qui refait surface toujours. Donc il faut qu'il y ait une présence étatique, comme le disait Emmanuel, et là je le rejoins sur ce point-là, et il faut que l'État assume ses responsabilités. Il faut qu'il y ait une lutte contre la corruption, contre les évasions fiscales, contre effectivement une répartition de la richesse au niveau du territoire et une démocratisation de plus en plus en donnant le pouvoir aux sociétés civiles qu'elles prennent en main leur destin, les populations. Et ça, je crois que c'est important aujourd'hui si on veut lutter contre cela. Au lieu d'acheter des armes et des contrats de milliards, il vaudrait mieux investir cela au sein des populations. D'accord. Une question un peu naïve. Est-ce que l'option militaire a échoué contre Boko Haram, clairement? Une option politique pour réussir, je veux dire, un dialogue, est-il possible dans l'intérêt des populations? Le gouvernement nigérian a toujours fait les deux.
C'est la politique de la carotte et du bâton. On négocie avec ceux qui veulent être réintégrés. C'est le principe de la réintégration des combattants. Et de l'autre, ceux qui ne veulent pas intégrer, on les met hors d'état de nuire. Donc la situation militaire, enfin la solution militaire n'est pas une finalité, mais il ne faut pas l'évacuer. Parce que sinon Boko Haram n'acceptera jamais de devenir ou de s'auto-détruire. Dans toutes les guérillas, dans tous les phénomènes de terrorisme idéologique ou religieux, il y a le phénomène de la double Du paradoxe. ou du parallélisme des deux procédures. On ouvre une négociation, je prends l'exemple des talibans, on négocie avec les talibans et en même temps on essaye de les affaiblir. On l'a fait la même chose en Centrafrique, on fait la même chose dans la bande sahélo-sahélienne et le gouvernement d'Abuja fait cela avec le Nigeria. Alors, mais il ne semble pas y arriver. Je n'irai pas jusque-là. Non, il fait beaucoup mieux qu'avant pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a quand même une coopération régionale, il faut le dire. Il y a une mobilisation des forces armées nigériennes, une force armée camerounaise, peut-être plus faiblement des forces armées camerounaises parce qu'elles ont beaucoup de problèmes de réfugiés et elles ont un problème dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du pays, mais les forces armées tchadiennes qui sont de plus en plus efficaces. En gros, Boko Haram n'est plus un phénomène nigérian, c'est devenu un phénomène régional. Le lac Tchad. Donc, de ce point de vue-là, Buhari peut dire à sa population, le problème de Boko Haram n'est plus mon problème. Mais il y a effectivement cette symbolique des 112, c'est ça 112 qui sont encore... Et pour revenir à cet enlèvement, il avait suscité beaucoup de réactions, surtout de grandes personnalités avec le hashtag Bring Back Aouga. La mobilisation est retombée, on a l'impression, M. Méry. Oui, on n'en parle plus. On a eu des manifestations à Paris, je me souviens, Carla Bruni et d'autres. Aux États-Unis, Michelle Obama. Et tout ça. Mais aujourd'hui, on en est où? C'est retombé. Sauf que ces 70 filles-là sont toujours aux mains de Boko Haram, on ne sait où. Et on l'a dit, je vais encore le redire, pour arrêter ces phénomènes de radicalisation, les semages de ces phénomènes-là, comme l'a dit mon collègue, c'est aussi prendre en compte aussi bien le fait sécuritaire, qu'il faut régler, clairement, mais aussi les problèmes sociaux. Mais pas simplement sécuritaires. Voilà. Donc le Nigeria, je le redis... Donc si on ne peut pas avoir une analyse sécuritaire, comme par exemple, comme je veux dire que la politique étrangère, par exemple, de certains pays, dont je ne vais pas citer le nom ici, ont une vision en Afrique qui est purement sécuritaire. Oui. Tout à fait. Et c'est là où c'est important, effectivement, de prendre en considération la question sociale. Emmanuel a cité la question du Tchad. La question du Tchad, oui, je veux bien que l'on sécurise et que l'on combat Boko Haram, mais à quel prix ? Au prix des populations, au prix effectivement d'un autoritarisme du régime Déby, au prix d'une non-démocratie qui est respectée, au prix que l'on bafoue les droits de l'homme au Tchad, sans même demander, et parfois même dans les armées tchadiennes, il y a des jeunes de 16 à 18 ans. Donc il y a aussi des questions qui se posent. Il y a aussi, c'est pas seulement une question de sécurité, il y a la corruption quand on dit endémique au Nigeria. Est-ce que le vaincre, c'est aussi vaincre Boko Haram ? Alors, le problème de la corruption est un problème sur lequel le président Buhari ou le président Goodluck Jonathan s'étaient engagés à avoir des réponses immédiates. Sauf que, malheureusement, il y a le phénomène de la corruption contre les petits, et ça, il y a une efficacité à peu près optimale. Par contre, la corruption des grands, c'est beaucoup plus lent à mettre en place. Je crois qu'au-delà de la corruption, c'est le principe de la répartition de la richesse. Le PIB nigérian est le PIB le plus important sur le continent africain. Avec une population qui, comme vous le rappelez, va avoisiner les 450 millions d'habitants. Le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour homogénéiser ou rendre plus perméable cette capacité financière qui ira crescendo. Pourquoi ? Parce que le prix des hydrocarbures est en train de se stabiliser. Donc la question de la faiblesse endémique ou de l'incapacité de l'État à s'appuyer sur un baril. Je rappelle que le Nigeria produit 4 à 5 millions de barils jour. Donc c'est tout à fait important. Manque de diversification de l'économie aussi nigérienne. Oui, non, mais c'est ce que déjà, tu dis de manière implicite. Je suis d'accord. Mais la première étape, c'est quand même de bénéficier de ces ressources-là. Plus que d'autres de ces ressources. On est d'accord. Après, il faut que ces ressources soient réparties égalitairement. Vers le nord et peut-être moins vers la région côtière, où il y a aussi d'autres problèmes, qui ne sont pas des problèmes religieux, mais qui sont aussi des problèmes d'irrédentisme. Donc pour répondre à votre question, la corruption est essentielle, mais je le redis, il ne faut pas s'attaquer seulement aux mouches, mais toucher les tigres. Et ça, ce sera comme ça que le président Buhari sera jugé. Est-ce que, oui ou non, dans son entourage, il a pu
faire en sorte qu'un certain nombre de ces gouverneurs, qui l'ont permis d'être élus, il faut le rappeler, un certain nombre de ces ministres qui sont accusés, et je rappelle qu'un certain nombre de représentants de représentants gouvernementaux ne peuvent pas aller aux États-Unis parce qu'ils sont considérés par le fisc américain comme des personnages non grata sur leur territoire. Et ça sera votre mot de la fin. Vous avez quelque chose à rajouter à ça? Non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Et vous? Moi, je suis d'accord en tout cas sur ce qui s'est passé. Et je pense que ce documentaire-là, en tout cas aujourd'hui, il va mettre l'accent sur ces jeunes filles qui, malheureusement, en tout cas, sont enlevées par Boko Haram. J'espère que la communauté internationale, et plutôt aussi l'Afrique, pourra se mobiliser pour vraiment libérer ces jeunes filles. Voilà, c'est l'appel que je fais ici. Avant tout, les forces armées nigérianes, hein, c'est d'abord une responsabilité nigériane. Hein. Bon. Il y a la question des droits des femmes et sur les jeunes filles, c'est une question aussi internationale. Universelle. Et ça sera le mot de la fin. Merci madame. Et en plus, c'est une dame qui le dit. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir participé à cette émission. Amit Riet, je rappelle que vous êtes géopolitologue. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective Sécurité en Europe. Et Mieri Mayulu-Nyamba, conseiller municipal à Noisiel. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24, l'information continue.